Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi ce matin, les juges au siège, Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. 6 mois de suspension pour 3 membres du bureau exécutif national. C'est l'actualité au Congrès pour la démocratie et le progrès. Une mesure disciplinaire qui fait suite aux événements survenus au siège de ce parti le 23 septembre dernier. Quels sont les dessous de cette crise entre le secrétariat national chargé à la mobilisation des jeunes et le président du CDP? C'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Nous allons également aller en Côte d'Ivoire pour jeter un coup d'œil sur l'actualité politique avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a officiellement lancé un nouveau mouvement, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, dont la direction lui a été confiée, un acte politique qui marque le retour officiel de Gbagbo sur la scène politique après 10 ans d'absence. Le décryptage et l'analyse des juges, ça sera après la première virgule, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On va commencer par juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Merci, président. 2 avant-propos. Le premier avant-propos, c'est en lien avec le FESPACO. Donc, ce matin, je suivais le reportage de notre service de rédaction qui a fait une immersion au niveau du FESPACO où l'entrée est conditionnée par un badge. Donc, c'est réservé à ceux qui sont concernés par un certain nombre de choses, effectivement, en lien avec la production du cinéma. Entre frustration des gens qui sont venus, qui n'ont pas pu rentrer et tout, ça peut se comprendre, mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a d'autres sites. Il y a ce rapprochement également qu'il faut mentionner. Canal Olympia, Ouaga 2000, il y a un site. Dans les environs de la cathédrale de Ouagadougou, il y a un site et il y a bien d'autres sites sur Kwame Nkrumah et d'autres sites. Donc ça permet ce rapprochement-là. Maintenant, l'accès au siège étant réservé aux professionnels, c'est vrai que c'est une initiative qui a surpris beaucoup et qui fâche, mais je dis bien ça peut se comprendre parce qu'il y a aussi des acteurs d'un monde qui ont besoin de se parler. Maintenant, il y a les autres espaces qui participent également d'une telle situation. Je dis, on ne peut pas satisfaire tout le monde, surtout pour des habitués du cinéma qui aiment le cinéma, qui veulent aller s'asseoir, comme la dame qui dit dans le reportage, maintenant qui ne sont pas arrivés à aller s'asseoir, ça frustre, je dis bien. Mais il y a une réalité aussi à avoir et une donne à avoir, parce que les professionnels également ont besoin d'un espace pour se parler. Donc, maintenant, entre les professionnels du domaine et les cinéphiles, bon, c'est ça aussi la réalité, quoi. Bon, si vous avez un bon cinéma et puis des gens ne le visionnent pas ou boudent, vous n'allez pas effectivement engranger parce que derrière c'est un business. Comment est-ce qu'on peut satisfaire les cinéphiles? Satisfaire également les professionnels pour que les professionnels se parlent dans un espace serein, dans un espace bien organisé et livrer une production de qualité aux cinéphiles. Il n'y a que la communication en amont et en aval, qui puisse permettre que les uns et les autres comprennent qu'à partir de maintenant, les espaces réservés pour les cinéphiles, les espaces réservés pour ceux qui viennent pour le marché du FESPACO, il y a ci, il y a ça, voici les sites en fonction de votre centre d'intérêt, de votre lieu d'habitation ou de choses pour faciliter effectivement les choses. Mais le siège est réservé pour... Je pense que si c'est mieux expliqué, personne ne prendra son engin, traverser toute la ville, aller serrer et vous arrivez à la porte, on vous dit non, où est votre badge, vous dites que vous n'en avez pas. L'accès est réservé, c'est conditionné par ceux qui portent des badges et tout et tout. Maintenant, j'ai dit, c'est bon de l'avoir fait, mais c'était mieux d'expliquer davantage parce que beaucoup n'ont pas su et c'est sûr que certains ont été informés à partir du reportage de ce matin que l'espace est conditionné par ceci, par cela. Donc, j'ai dit bien, ça se tient dans un contexte de maladie à coronavirus, de sécuritaire, tout, mais au-delà de ça, de ces 2 raisons, il n'y a que des professionnels, j'ai dit bien, ont aussi besoin d'un espace pour se parler, parce qu'ils le disent d'ailleurs dans le reportage.
l'effort, effectivement, de créer d'autres sites, c'est bien. Mais je dis, si les prochaines éditions vont être comme ça, c'est mieux de commencer à dire aux uns aux autres pour qu'ils puissent s'habituer, effectivement, à cet état de fait. Donc, c'était cela mon premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est en lien avec le sommet de Montpellier. Je le dis parce que nous avons aussi la responsabilité de protéger nos jeunes qui y sont allés. C'est des jeunes qui ont de la valeur, qui ont de la vision et des projets pour leur pays et pour l'Afrique. Et notre rôle également, en arrière-plan, c'est d'aider ces jeunes-là, c'est de les canaliser, c'est de les protéger. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été dits, beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à comment est-ce que ces jeunes se sont retrouvés à Montpellier, comment est-ce que ça a été organisé, qui les a convoyés et tout, et comment est-ce que les choses se sont organisées, jusqu'à ce qu'on entende comment est-ce que la participation a été faite et tout. Et donc, mais il y a une bonne frange de la population burkinabé africaine qui a été heureuse parce qu'au moins la représentation a été à la hauteur de ce que les uns et les autres s'attendaient à ce que les jeunes expriment devant le président Macron, droit dans les yeux comme on le dit, sans complexe et avec suffisamment d'aisance. Il y a eu beaucoup d'émotions et tout, des gens ont été félicités. Maintenant, la tache noire, c'est que les mêmes qui ont organisé le sommet, qui disent que c'est une façon de faire entre l'Afrique et la France, qui ont même retourné pour des sommets Afrique-France et non France-Afrique, à l'arrivée, les mêmes révèlent que ce que nous avons suivi dans le langage audiovisuel, ce n'est que la rediffusion que nous avons suivie, ça avait été en préenregistré, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour certains, ce que nous avons vu, ça n'a été que l'avant-première d'une scène qui avait été tournée, effectivement, parce que c'est les médias français qui l'ont révélé également, que la rencontre, c'était le 8, c'était vendredi, mais le mardi, avant, il y a eu cette rencontre entre les 11 intervenants et le président Macron, qui ont fait la répétition, qui se sont entendus même pour enlever certaines parties des interventions, et des intervenants qui reconnaissent qu'on a retravaillé, et devant le président Javessi, il n'a pas dit ça. Je dis bien, effectivement, confortant la posture de ceux qui avaient dit que c'était une mise en scène que nous avons assisté, ni plus ni moins. Et j'ai dit bien, et ce sont les organisateurs qui disent avoir changé de regard et que nous allons nous traiter dans une logique de respect et qui reviennent révéler ça. Et ça enlève toute la saveur de la chose et le respect dû à l'hôte de ne pas révéler également les travers de votre hôte ont été révélés. Donc à un moment donné, vous dites, bon, il m'a reçu, et puis bon, il sort, il donne les dessous, il m'humilie. Il me met dans une position inconfortable. Et parce qu'effectivement, ces jeunes intervenants, les 11, ont été mis dans une posture inconfortable. Et l'on comprend pourquoi. Le président français a passé son temps à sourire. Il est arrivé pour autant d'heures d'intervention sans calepin, il notait rien. Il était à l'aise parce qu'il savait ce qui allait être posé comme question. Qu'est-ce qu'il a préparé comme réponse? Donc le reste, il est à l'aise. Nous n'avons assisté qu'à une pièce de théâtre. Et donc, à ces jeunes-là, nous ne leur en voulons pas. Nous ne leur envions pas parce qu'il y en a qui ont évoqué des questions de jalousie. Non. Nous avons eu des jeunes leaders qui ont été arrachés, dont les projets ont été mis sous le boisseau par les puissances étrangères, qui ont su, par une certaine intelligence, happer leurs projets. J'ai dit bien ces jeunes-là à les entendre, à les écouter. Ce sont des jeunes qui innovent dans leur domaine. J'ai dit bien c'est des jeunes sur qui le Burkina et l'Afrique va compter dans les années à venir, dans l'entrepreneuriat, dans les questions politiques, dans l'engagement citoyen, dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. J'ai dit ce sont nos bourgeons qu'il faut protéger. Il appartient à nos hommes politiques, à nos leaders de les protéger. Maintenant, livrés comme ça, ces mêmes projets-là peuvent à un moment donné être déviés pour toute autre chose. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour moi, c'est aussi dire que nous avions raison de dire que derrière cette affaire, il y a quelque chose de pas clair. Et vous sortez vous dire, je construis mon contenu moi-même, et quelqu'un vous dit non. On a même dit de faire ci, on a dit de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vous ridiculisent aux yeux du monde. Et nous n'avons pas besoin que nos jeunes leaders soient ridiculisés à la face du monde. Et donc, j'ai dit bien, c'est à prendre en compte prochainement. Parce que c'est sûr que ça ne va pas être la première fois. D'accord. Merci, juge Bougma. Juge Va.
Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Turquie qui est en train de faire qui est en train de développer aussi sa coopération avec le continent. Et Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche au Togo. Et il y a en plus du président togolais, notre chef d'État et celui du Libéria qui ont fait les déplacements pour discuter avec Recep Tayyip Erdogan, rappelant qu'il va continuer aussi sa série de visites avec le Nigeria et autres. Il est venu avec une délégation assez importante dans laquelle vous avez évidemment le politique, mais des hommes d'affaires. Donc on sent clairement quelle est la visée aussi de cette Turquie-là. Mais c'est bon pour nos pays qui sont aussi en train de diversifier les modèles de coopération et aussi, on va dire comme ça, les alternatives de coopération. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on parle de la Turquie quand même, c'est en matière militaire, parce que c'est le besoin qu'on a aussi dans notre sous-région. En matière militaire, c'est un pays avec lequel il faut compter, qui est connu pour ses matériels blindés, connu pour ses frégates et connu aussi pour ses missiles qu'il construit assez bien, et même beaucoup plus connu même pour l'un de ses drones qui est bon marché, dit-on, et qui a eu à faire ses preuves en Syrie, en Irak et tout. Donc il y a un besoin dans la zone sahélienne et il y a une offre qui est possible pour celle turque. Notamment, on sait que aussi la vision même de la Turquie vis-à-vis du continent a changé, parce qu'il fallait commencer dans les années 2000 pour pouvoir, avec la fermeture de son accès pour les besoins européens et l'offre qui était celle turque, pour revoir l'obligation pour eux de polariser ailleurs. Et donc, ils ont vu le continent africain, ils ont commencé d'abord par l'Afrique de l'Est, avant de commencer à s'intéresser à nous, Afrique de l'Ouest et d'autres parties du continent. Et donc, quand vous regardez les flux, même de commerce entre nous, ça a évolué très vite, de 5 milliards, on dit que c'est passé à 25 milliards donc de dollars, donc ça a quoi, quintuplé. Donc ça veut dire l'attention qu'ils portent pour le continent. Nous, avec nos besoins, et eux, avec leurs offres. Et puis, ils se présentent aussi un peu différemment quand on regarde. Il y a la Chine, quand on regarde, qui a son caractère un peu vorace, en tout cas son appétit grand qui ne cache pas. La Turquie se positionne un peu plus différemment de cette Chine-là, aussi différemment de l'offre européenne qui est notre offre classique, historique, et qui est celle aussi faite d'un certain paternalisme. Et donc, il y a cette Turquie qui se démarque un peu de cela, qui est un peu un genre de pays émergent, qui a dans son offre un peu plus qui a un discours qui est plus lissé sur nos besoins à nous, sans avoir la prétention de l'Europe historique et des liens qu'elle a avec nous, sans avoir la prétention de la force chinoise avec son caractère vorace, mais qui se met aux côtés pour accompagner. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder. J'ai dit, l'Afrique est devenue aussi un terrain aujourd'hui où les grandes puissances viennent s'affronter avec ce qu'elles ont comme spécificité dans leur offre. Mais nous, c'est gagnant parce que nous sommes demandeurs. Et dans la période dans laquelle nous sommes et le contexte qui est celui du besoin sécuritaire, la Turquie est un bon client avec lequel il faut discuter. Et c'est bon que nos chefs d'État aient fait ces déplacements. On attend de voir ce que ça va donner comme positif, surtout sur le plan militaire. C'est ce que moi j'attends de voir. Merci, messieurs les juges, pour ces analyses et propos introductifs. Nous allons également dire merci aux équipes derrière la caméra qui nous permettent d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi. Le premier sujet enrôlé pour cette convocation, nous allons parler politique avec l'actualité au Congrès pour la démocratie et le progrès qui traverse une nouvelle crise, une crise interne, on va dire cela. Après les échauffourées au siège du parti le 23 septembre dernier, 3 membres du bureau exécutif national sont interdits de prendre la parole au nom du parti et de participer aux activités justement du CDP, et ce pendant 6 mois. Ces 3 sont ouvertement opposés à la gestion du président du parti, Edi Kombouego. Juge Bougma, on peut parler d'une fin de mandat assez mouvementée pour Edi Kombouego. Bon, fin de mandat assez mouvementée. Je parlerai beaucoup plus d'une présidence mouvementée, parce que depuis son accession à la tête du parti en 2015, pendant la transition, la période d'accalmie n'a pas été longue, parce que juste après, il fallait se battre pour la candidature, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale déjà à l'issue des municipales et législatives couplées de 2012. Donc quand l'insurrection est intervenue en
2014. 2015, il prend le parti. Quelques mois après, il y a eu le coup d'État où on ne savait pas où il était. Donc, revenu et détenu, dès sa sortie comme on appelle ça, de sa détention, les difficultés ont commencé. Déjà, il fallait se battre pour revenir présider un parti qui était déjà présidé par, dont l'intérim était assuré par, comme on appelle ça, Achille Tapsoba, Léonce Koné, qui était également premier vice-président, si je ne me trompe pas, qui avait été également épinglé dans le cadre du coup d'État. Donc, il fallait déjà se battre pour revenir comme président et continuer jusqu'au congrès de renouvellement, ce qui n'était pas déjà gagné pour lui. Ça a été au prix de luttes âpres, de pression, de négociations et finalement le congrès est arrivé à se tenir dans les conditions qu'on connaît. Et je pense que dans l'histoire du Burkina, c'était la première fois qu'un parti de cette trempe-là élise le président. Les positions étaient difficiles à rapprocher et la solution finale était de passer aux élections pour départager M. Badini et M. Komboyogo. Et après, c'était également ce combat qui a commencé et où il y a eu des épisodes judiciaires. On se rappelle l'épisode des procès qui avait été intenté en son encontre par le clan Mamadi Lamine Kwanda, comment on appelle ça, et les autres, qui avaient aussi esté en justice, des dossiers qui avaient été jugés en référé juste avant, effectivement, la tenue des instances. Donc, et des sanctions qui avaient été prises, certains exclus. Il fallait que Blaise Compaoré, le président fondateur et président d'honneur, qu'on a placé au-dessus de toutes les instances, puisse intervenir pour que les sanctions puissent être reconsidérées et que la machine puisse être, pour que la machine CDP puisse reprendre sa marche. Donc, celui qui s'occupe de la communication actuellement au niveau du chef de file de l'opposition, Alpha Yago, faisait partie de ceux qui avaient été sanctionnés et certains, la fronde était tout à fait ouverte. Même parmi les élus du CDP, comme Yahya Zungrana du Boulkemde, c'était clair. Donc maintenant, après toute cette bataille, les choses ont commencé à se tasser et après les élections, les secousses ont encore recommencé avec la démission des cadres et non des moindres, Jérôme Bougma, Isaka Congo du centre-sud, donc de la zone de Manga, et puis Lucadov Tiao récemment. La dernière fois, je voyais également une longue liste de démissionnaires au niveau de la zone de Banfora. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, c'est une présidence mouvementée. Donc, ce n'est pas une fin de mandat mouvementée, mais c'est une présidence qui n'aura pas été de tout repos, compte tenu de deux éléments majeurs. Une transition à l'interne du parti pour qu'on trouve de nouveaux hommes du 109 pour assurer, donc au niveau de l'alternance, même pas au sommet du parti, mais au sommet de l'État. Donc Blaise Compaoré qui n'a pas su faire la passe avec ceux qui l'ont accompagné depuis le Front Populaire, l'ODPMT, jusqu'au CDP. Donc il n'a pas su faire la passe à un moment donné à un de ces messieurs-là et qui à un moment donné, en 2014, ont claqué la porte. Ça, c'est la conséquence lointaine, la cause lointaine. Celle plus récente aussi, après l'insurrection, ça c'est d'avant l'insurrection, mais après l'insurrection, c'est aussi un parti politique qui n'a pas su faire sa mue pour tenir compte des nouveaux enjeux, tenir compte de la situation sociopolitique et tenir compte d'un certain nombre de choses pour avancer. Cette mue, cette introspection interne, le CDP n'a pas pu le faire. Finalement, le combat est devenu entre les pro-Blaise et ceux qui ne sont pas avec Blaise. Pour peu que vous preniez position pour X ou pour Y, soit vous êtes pour Blaise ou vous n'êtes pas pour Blaise. Donc le parti, à l'intérieur même, a ce problème de cohésion entre ceux qui s'incarnent Blaise Compaoré Bontin et ceux qui estiment que les autres ne le sont pas. Et il y en a également qui disent, c'est vrai, Blaise était là, il n'est plus là, faisons en tenant compte qu'il est là mais pas là physiquement. Donc il y a des réalités de terrain qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai dit, c'est un parti qui n'a pas su faire la passe à l'intérieur
et après l'insurrection qui n'a pas su faire sa mue, et ça continue jusqu'à présent. Donc je pense que c'est comme ça, moi je résume les choses, et tout ceci, ces choses-là se tiennent. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai qu'on l'a dit, Edi Kombo-Ego est en fin de mandat. Il y a un congrès qui a annoncé justement pour renouveler les instances de ce parti-là, qui parle de renouvellement de parti. Il y a aussi les enjeux. Certains parlent de guerre de positionnement avant ce congrès. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites au regard de ce qu'on a comme crise au sein du CDP? C'est clair qu'il y a une guerre interne, comme le disait tout à l'heure Bernard Bougma, mais de positionnement, parce que ceux qui aujourd'hui cristallise les attentions en matière comment on appelle, de clivage ou d'affrontement, c'est beaucoup la frange jeune, c'est la frange jeune CDP. Mais quand vous regardez ça, et vous regardez les Badiens et autres qui sont à l'intérieur, c'est ceux qui sont chargés de la mobilisation. Vous allez comprendre en filigrane que il y a une guerre de procuration qui est en train de se mener pour l'instant. C'est-à-dire que les vraies têtes qui vont se choquer ou entrechoquer, on ne les voit pas. Celles qui vont aller au frontal avec Edi Kombo-Ego, peut-être qu'on ne les maîtrise pas encore. Mais pour l'instant, il y a ces jeunes-là qui mènent une guerre par procuration, un genre d'onde de choc. Maintenant, d'où ça vient, là, on verra peut-être par après. Mais quand on regarde, ce qui a fait monter le mercure, c'est les points de presse qu'ils ont eus et qu'ils ont tenté de faire à leur siège. Et selon ce qu'on a pu avoir après comme explication, c'est qu'il y a des propos à l'intérieur que ne voulait pas assumer forcément le parti, même si dans sa frange jeune, elle s'était accordée de donner une déclaration. Maintenant, ça a fait des tambouilles, ils ne se sont pas compris. Il y a l'une des parties qui a été, dit-on, expulsée, avec l'aval du président Edi Kombo-Ego lui-même, ce qui a fini par courousser ces messieurs-là et à se dire que le président du parti n'y va pas cash avec le parti au pouvoir. Parce que les critiques qui devaient fuser concernent, je pense, la tenue du congrès, et pour eux, le contexte dans lequel nous étions, il y a un pouvoir en place qui est plutôt préoccupé par ces affaires purement politiques, alors qu'il y a d'autres choses plus importantes pour le pays. Bon, c'était un discours que ne voulait pas forcément le président Edi Kombo-Ego, selon certains témoignages qu'on a. Et donc, du coup, moi je pense qu'il y a on se retrouve dans un contexte au sein du parti où vous ne direz pas forcément qu'il y a matière ou pas matière, ça c'est eux qui peuvent en juger, mais on cherche tous les moyens de pouvoir prouver les antagonismes qu'on a en interne. Rappelez-vous que même pour la désignation de Edi Kombo-Ego, on est passé par ces mêmes turpitudes-là. C'est clair que, relativement à la question que vous posez, parce que pointe à l'horizon le changement aussi au niveau des instances, donc forcément, ceux qui ont ambition de candidater, ceux qui ont envie de se positionner, ont commencé déjà à ratisser, et ça commence toujours dans la frange jeune. Et c'est pour ça qu'on est au niveau de ce maillon jeune-là, à voir les bisbilles qu'il y a. Et puis, vous savez, la jeunesse, ça bouillonne. Hein. Là-bas, on ne garde pas bien les choses, on n'est pas dans la tactique, dans la stratégie. D'abord, même quand on vous copte, c'est pour mettre comme on dit dans le jargon, c'est pour aller, je ne vais pas dire mettre le feu, mais en tout cas, c'est pour mettre la tambouille. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils sont manipulés, peut-être qu'ils ont je ne parlerai même pas de manipulation parce qu'il y a des camps qui sont différents. On accuse certains d'être, et c'est le terme même qu'on a entendu, lèche-bot de Edi Kombo-Ego, et d'autres qui se disent être l'aile pure et dure comme il le faut aujourd'hui en termes de positionnement pour le CDP, parce qu'ils estiment que Edi Kombo-Ego n'est pas si vivace que ça, il est un peu mou. Bon, ça c'est ce qu'on voit, mais c'est un parti qui est en train de, et depuis plusieurs, moi je pense que c'est même pas maintenant que ça a commencé, qui est depuis longtemps dans ce moment de non-quiétude. Mais c'est normal. Moi je me dis aussi que, regardez, dans la plupart des pays où le président qui était en exercice a été renversé, regardez quel poids après a le parti en question. Quelquefois, tout le monde rase les murs et disparaît presque. Il faut reconnaître quelque chose, au moins à ce CDP, c'est d'avoir pu survivre à cela et de continuer d'inquiéter d'une certaine façon. Ne serait-ce qu'en regardant les résultats qu'on a eu à la présidentielle ou même leur représentation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas un parti qui est mort, malgré que on ait coupé la tête et que la fin a été presque tragique pour Blaise Compaoré. Ça, il faut qu'on le dise politiquement.
Maintenant, derrière ça, il y a une autre question qu'il faut se poser, parce que tout à l'heure, vous disiez, il y a Blaise Compaoré qui est le président d'honneur. Le président d'honneur, c'est celui qui rassemble, c'est celui qui tait les divergences, c'est celui qui, même dans les antagonismes les plus affirmés, les plus profonds, dit stop, écoutez, on fera comme ça. Chacun range sa machette, ou chacun range son couteau, ou chacun ravale sa gomme, et puis on se met au pas, et puis on continue, même si on n'est pas content. C'est le rôle d'un président d'honneur, quand il est fort. Et même à distance, ça, c'est quelque chose que Blaise Compaoré pourrait incarner. Mais le problème, c'est que lui-même, quand vous regardez, moi je ne m'en tiens qu'à ce que je vois, je pense qu'il paraît aussi, préoccupé par autre chose. C'est-à-dire que sa personne lui-même, quand vous regardez. Et donc, les affaires du parti, je ne pense pas qu'il ait un impact fort en ce moment. Vous regardez même la question des lettres. Quand il y avait des dissensions fortes, pour savoir même si les lettres étaient de lui, c'était un problème. Donc, vous voyez qu'il y a un souci. Ou bien que même les rencontres qui sont faites en terre de Burni pour essayer de calmer les choses, pour essayer de calmer les choses, chacun revient avec des versions différentes et continue de fonctionner d'une certaine façon, sans que ça ne parvienne à mettre les gens dans les rangs. Donc, vous voyez que le rôle du président d'honneur ici ne l'est pas. Il n'y a pas celui-là qui tape du poing sur la table pour que le président et tous ceux qui sont là se disent, bon, écoutez, on va parler d'une même voix et ceci ou cela. Il n'y a pas ce dernier recours là aujourd'hui au niveau du CDP. Je crois que c'est ça la réalité. Et c'est ce qui fait que on en est à cette situation où il y a un président, Eddy Kombougo, qui estime aussi, et ça c'est logique, et que au moins le navire tanguait. Il a tout mis pour que ça puisse rester à flot. Et donc, il attend le respect qui va avec. Mais, écoutez, c'est un parti, je dis encore une fois, qui a connu ce que, tragiquement, politiquement, la plupart des partis, lorsqu'ils le connaissent au pouvoir, est très difficile à gérer. Mais je pense qu'avec le CDP, il y a quand même à reconnaître que c'est continuer d'être à flot comme ils le sont aujourd'hui. Pour moi, c'est une prouesse. Maintenant, les inquiétudes qu'il y a en interne, ça, c'est normal. Ça ne pouvait pas être... Ça pouvait être pire que ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, quand on voit les trois sanctionnés, ils estiment qu'ils sont aujourd'hui victimes de leur prise d'opposition parce qu'ils disent ouvertement ce qu'ils pensent de la gestion du parti par le président Eddy Kombougo. Ils estiment par exemple que le président se cache derrière le vocable opposant républicain pour ne pas aller au front, pour ne pas aller au charbon avec le pouvoir en place. Ils ont même reproché la présence de Eddy Kombougo au mémorial Thomas Sankara. Est-ce que c'est aussi une lecture que vous faites, juge Bougma? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Je dis même la prise du parti comme président par Eddy en 2015, il y en a qui ne l'avaient pas accepté, mais qui ont dit bon, ça peut aller, il est jeune, et ce n'est pas quelqu'un qui était à un poste ministériel ou de DG, à qui un matin on pourrait venir dire bon, de le prendre pour des questions de malversation, contrairement à certains autres candidats de 2015 qui pourraient avoir des mailles à partir avec la justice burkinabé. Mais ce n'était pas gagné. J'ai dit, et les choses ont suivi jusqu'au dernier congrès où il fallait passer au vote, parce que ici au tribunal de l'actualité, M. Kombougo dit j'ai été à Abidjan, le président a dit arrivez faites ci, vous êtes président, M. Badini vice-président, arrivé, le clan Badini ne dit pas question. Là il a dit ici. Après les choses ont évolué, et puis bon voilà. Donc c'est-à-dire que déjà c'était pas gagné d'avance. Sauf qu'il avait dans son camp des gens avec lui, par exemple M. Bagayan, Di Lota était un des fidèles parmi les fidèles d'Eddy Kombougo et qui dit il voit en lui l'incarnation de la jeunesse et tout. Mais aujourd'hui, les relations semblent être tendues. C'est tendu d'ailleurs, compte tenu de la situation. Colonel, c'est pareil, ils ont battu campagne ensemble. Mais en politique, les uns et les autres sont ensemble, mais en réalité, ils se combattent. Visiblement, le sourire, il est là. Sur les aires de campagne, les terrains de meeting, ça est là. Mais les combats d'arrière-garde sont toujours menés. Donc, il y a des moments où il faut savoir les taire les divergences et avancer. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a cette bataille pour le contrôle du parti, et il n'est pas encore terminé. Maintenant, pour effectivement revenir à ce que vous dites, le vocable opposant républicain ou opposition républicaine, quel que soit celui qui est chef de file de l'opposition, si vous labellisez opposant républicain, vous dites que c'est sous le sceau de l'opposition républicaine,
ça va être difficile que vous ne soyez pas taxé de mou ou taxé d'être quelqu'un qui est complice ou qui est en connivence avec la situation. C'est très difficile. Diabré en a souffert. Même avant l'insurrection. Quand il est arrivé, il dit que c'est une opposition républicaine qui avait une méthode différente de celle de Maître Benouendé Sankara en son temps. Et je me rappelle les fleurs qui avaient été jetées sur M. Diabré. Il dit, voilà, au moins l'image de l'opposition est bien et tout. J'ai suivi en son temps Mme Vokouma du CDP sur une télévision de la place qui disait qu'en tout cas, il a une façon de faire qui n'a rien à voir avec les autres. En ce moment, on n'était pas encore à l'insurrection populaire. Donc, et la question principale, c'est opposition républicaine, c'est quoi? Et la réponse principale aussi, c'est une opposition qui respecte les règles de la République et tout, qui ne va pas bon. Donc, même ceux qui reprochent cela, il dit, s'ils sont chefs de file de l'opposition et qui disent qu'ils vont faire de l'opposition républicaine, ça va être à un moment donné très difficile que vous ne soyez pas rattrapés par la réalité du terrain. Soit vous endossez la tenue du va-t-en-guerre, vous tirez sur tout ce qui bouge, et à un moment donné, on dit que vous en faites trop, ou vous faites comme on appelle l'opposant républicain, et puis vous avez des problèmes. Donc ces deux choses-là, ça va être très difficile pour un chef de file de l'opposition de les conjuguer dans une république. Parce que l'ancienne façon de faire l'opposition, qu'on prend les autres pays, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, qui est cet opposant qui cogne fort, qui sort et qui met mal à l'aise le pouvoir à travers ses prises de position, à tel enseigne qu'on peut l'appeler opposant historique. Prenons l'Afrique de l'Ouest, francophone déjà. Et c'est qui? Il n'y en a pas. Au Niger, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Peut-être au Sénégal avec Sonko. Oui, avec Sonko, mais qui est très récent. Mais qui n'est pas un chef de file. On parle de chef de file. Qui n'est pas un chef de file. Et quand lui d'ailleurs il prend la parole, c'est beaucoup plus moins Macky Sall. Il tire beaucoup plus sur la France que sur Macky. Quand je suis en tout cas Sonko, les tirs c'est beaucoup plus à la France qu'il tire beaucoup plus sur la France. Et maintenant Sall, pour lui, Sall est le valet de Macron, donc Sall il le met là, mais en réalité, il tire beaucoup plus sur la France. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs sa popularité. Et quand il a été épinglé dans cette affaire de massage mal tourné, on a vu que les intérêts français ont été pris pour cible à Dakar, ont été saccagés, vandalisés. Donc, même l'Afrique, de façon, j'ai dit, en Afrique de l'Ouest francophone, je pense, à côté ici, au Togo. Donc, dès lors que les élections sont terminées, et maintenant on est dans la marche normale de la République, s'opposer aujourd'hui avec les méthodes d'avant, même c'est devenu même très délicat. Je dis bien très délicat. Parce que vous programmez vos choses, des diplomates vont venir en visite officielle au niveau de votre siège et puis vous dire d'aller mollo. Nous, on a mis de l'argent dans les élections. Des troubles pour que... ça va être très difficile, cher monsieur. On vous comprend. Demandez à nos opposants. Donc, jusqu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc, et sans compter que vous avez une opposition, un chef de file de l'opposition qui tire ses frais de fonctionnement par le budget de l'Assemblée nationale, qui donne un véhicule de fonction, un chauffeur, un agent de sécurité. Et un budget. Et un budget de 100 millions là. Peut-être que ça a augmenté. 100 millions là pour votre fonctionnement. Parce que vous avez un petit personnel administratif qui vous accompagne, qui émarge également à chaque fin du mois, parce que ce sont des salariés du chef de file de l'opposition. Quand vous comptez en même temps pour le financement de vos activités. Les marches là, il faut demander aux organisateurs de marches le budget de chaque marche. C'est beaucoup d'argent pour la mobilisation. C'est beaucoup d'argent pour tenir une marche. Il faut demander à M. Diabré, qui avait l'habitude d'organiser les marches au Burkina. Demander à M. Ablassé Ouedraogo, qui a été le président du comité d'organisation des marches contre l'article 37. On en parle moins, mais c'est des ressources. Alors, vous allez prendre l'argent qui vient de l'autre côté pour financer vos marches, ou vous allez vous financer vous-même, sachant que les militants ne cotisent pas.
ils ne cotisent pas dans les partis politiques. C'est ceux qui sont des cadres supérieurs qui mettent toujours l'argent. Donc, comment on fait? Il y a d'abord cette équation. Pour revenir maintenant à la deuxième équation liée à la présence de Di Kombogo sur le mémorial Thomas Sankara, qui est l'autre aspect de votre question. Effectivement, là, c'est très délicat. Vous êtes le chef de file de l'opposition, issu du parti de Blaise Compaoré, parti prenant au procès, qui a 10 jours pour débarquer, pour pouvoir répondre de ce qui lui est reproché. Et en même temps, vous êtes le chef de file de l'opposition voulu par la République. On dit que c'est une institution républicaine. Et on vous envoie une invitation officielle à ce titre, on vous dit de répondre. Vous avez 2 choix. Soit de ne pas y aller ou de vous faire représenter. Il a fait le choix d'y aller. Arrivez, vous prenez la parole ou vous ne la prenez pas. Vous avez là aussi 2 choix. Vous refusez de parler ou vous prenez la parole. Il a pris la parole et il dit: assumons les forces et les faiblesses de cette révolution. Il y a eu des erreurs dans l'un ou dans l'autre camp. Il faut qu'on les assume et qu'on les avance. Pour certains, j'ai lu beaucoup de commentaires, pour certains, c'est un discours d'apaisement. C'est un discours qui ne fâche aucun camp, parce qu'on n'accuse personne. Donc, pour avancer. Mais d'autres disent, ils ne devraient même pas mettre les pieds là-bas, compte tenu du fait que le nom de Blaise est vilipendé par les pro-Sankara, et aller sur le mémorial, le site du mémorial, c'est tourner le dos à Blaise, c'est ceci ou c'est cela. Bon, dans un élan de réconciliation nationale, il y a des efforts à faire de part et d'autre. J'ai dit que les 2 camps, le camp de Sankara et le camp de Blaise, doivent faire des confessions sincères pour que nous puissions avancer, que chacun reconnaisse ses erreurs pour que nous puissions avancer. S'il n'y a pas eu d'erreur, on ne serait pas un 15 octobre. Donc, maintenant, comment on fait dans ces conditions? Mais la limite aussi de ceux qui disent qu'ils ne devraient pas aller parce que Blaise, c'est comme si vous dites de façon inavouée que Blaise est responsable et donc il ne faut pas y aller. Non, puisqu'il réclame son innocence. Vous-même vous dites qu'il n'y est pour rien. Et quand il est parti, le discours qu'il a tenu, c'est de dire qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Il faut les reconnaître et puis avancer. Tirer les leçons et puis avancer. Je pense, de mon point de vue, la dernière fois j'ai dit, notre génération ne saurait prendre les batailles par procuration, des batailles qui ont commencé avant que certains d'entre nous ne naissent, pour continuer à porter aujourd'hui, alors qu'on a besoin de construire un pays. Donc, est-ce qu'au CDP, cette mue de pouvoir s'affranchir de ces chapelles qui datent des mouvements de gauche depuis longtemps, est-ce que c'est même encore réglé? Non. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. D'accord. Alors, quand on parle de cette crise au CDP, il y a aussi le contexte. Avant qu'on ait, cette bataille rangée entre le président et certains membres justement du secrétariat général chargé de la mobilisation des jeunes, il y a aussi eu des démissions, notamment celui de Luc Adolphe Thiaw, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que finalement, au regard de ce contexte-là, c'est pas la crise de trop? Bon, non, c'est clair que parce que quand on écoute certains, ils parlent d'une trentaine de démissions au sein du bureau exécutif national, non? Bon, c'est clair que pour un parti, ça fait au fil de secousses. Maintenant, de quelle magnitude, il faut chercher à voir. Mais c'est vraiment assez fort de compter comme ça autant de personnes qui partent, qui plus est d'un bureau exécutif national. Donc, ça veut dire déjà ce que ça veut dire. Mais quand on regarde aussi au fond, je crois que est-ce que le président du parti a les coudées si franches? Il est dans un contexte, celui des réconciliations nationales, dans lequel il veut faire verser aussi, quoi qu'on dise, le cas Blaise Compaoré. Maintenant, comment est-ce que vous négociez en étant celui qui bat le macadam chaque 2 semaines? Et ça sera difficile. C'est-à-dire il faut adopter une posture. Maintenant, le braquage aujourd'hui, se braquer, je veux dire, pour ce qui est de est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce que le CIFOP a les moyens au regard des questions qui sont sur la table aujourd'hui et les implications qu'il y a? Parce que ceux même qui crient là, ils savent qu'il y a beaucoup qui sont dehors, qui n'attendent que l'arrondissement de certains ans pour qu'ils puissent rentrer. Ça se négocie. Quand on dit négocier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est pas le moment de la tambouille, quoi, concret. Donc, je me demande, est-ce que les uns les autres se rappellent de ce contexte-là? Ou bien que, bon, il faut
il faut tout casser et puis bon, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que, et ça aussi ne l'oublions pas, ce parti-là peut se prévaloir d'un certain nombre d'éléments parce qu'il a déjà exercé le pouvoir. C'est ça le problème de la critique, hein, quand vous avez déjà exercé le pouvoir. C'est ça aussi le problème des postures quand vous avez déjà exercé le pouvoir. On peut toujours vous rappeler que quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Sur ça, vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez... C'est ça la réalité. Ce n'est pas un parti qui a grandi récemment et qui est en train d'avoir des lauriers et qui peut se permettre de tirer sur tout le monde comme il veut. Je veux dire qu'il y a cette réalité qu'il y a aujourd'hui. Mais je pense que ce qui tient aujourd'hui, beaucoup plus même le président du parti, c'est les négociations, les discussions qu'il y a. Et puis on est en plein mois de Thomas Sankara, avec aussi la question du jugement. Je pense que c'est ce qui pique certains, de voir peut-être Eddy Komboïgo sur cette place-là, parce qu'on est dans un mois qui est fort de symboles, notamment avec le procès et tout. Mais je crois que Thomas Sankara ne fait plus partie des clivages. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Thomas Sankara ne fait plus partie des clivages. Il fait partie plutôt de l'héritage. Et quand on ne comprend pas ça, on pose un faux débat. Et quand vous êtes un président d'institution, Thomas Sankara, c'est l'héritage du pays. Ce n'est plus une question clivante. On n'est plus dans le petit jeu de je suis contre, je ne suis pas contre. Ça, c'est fini, c'est dépassé. Le monsieur, ça fait plus de 30 ans, il est décédé maintenant. Aujourd'hui, il y a un procès pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable, qui a donné des ordres, ou s'il y a eu vraiment des ordres, et puisqu'on connaît plus ou moins ceux qui étaient les commandeurs sur place, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une question de clivage, c'est une vérité vis-à-vis d'une histoire, et relativement à quelque chose qui s'est passé. Maintenant, lui rendre hommage là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées dans ce Burkina-là, qui ont eu aussi des engagements. Mais chacun, comme dirait l'autre, chacun a sa lumière et chacun a son aura. Celle de Sankara, on réfléchira et on cherchera. Je parle d'aura. On cherchera et on confrontera des mémoires, je ne pense pas, de Burkinabé qui mettent tout le monde d'accord autant. Il n'y en a pas. Donc on est arrivé à une autre étape, c'est celle de l'héritage. L'héritage là, c'est une question de nation. C'est-à-dire que il y a pas, c'est une affaire. Je suis burkinabé. Ce n'est plus une question de je suis de tel bord ou je suis de tel autre bord. Ce n'est plus ça. Il faut que les gens peut-être redescendent un peu pour remettre les choses dans le contexte. L'hommage qu'on fait à Sankara, c'est d'abord une question d'héritage. Et ça, les uns et les autres devraient comprendre. C'est vrai qu'en politique, on reverse tout dans les comment on appelle ça, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que ça m'apporte, mais là je ne vois pas le sens de ce type de reproches là qui sont assénés à l'endroit de et puis le mémorial, bon, je sais pas ça date de quand. je sais pas pourquoi est-ce que les gens font autant de problèmes, mais il y a que à l'intérieur du parti qui est le CDP, il y a vraiment de problèmes, d'autant plus que il y a beaucoup qui n'ont, et c'est ce que moi je pense, qui n'ont toujours pas digéré que ce soit Eddy Komboïgo qui continue de gérer ce parti, ça c'est un. Et puis pour certains même qui ont démissionné, mais qui sont partis, ils ne sont jamais vraiment partis. La preuve, il y en a qui n'ont pas encore déposé de valises autre part. Mais ils ont été très acerbes sur la gestion de Eddy Komboïgo. Ils vont continuer de faire le travail de sable s'ils peuvent le faire. Et ça, j'emploie ce mot-là, mais c'est comme ça en politique. D'accord. En politique, ce n'est pas méchant, mais c'est de l'ordre même de la stratégie. Saper, c'est une stratégie en politique. Donc, je pense que ça n'est que logique ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Merci, monsieur le juge. Nous allons parler d'un autre parti politique, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Alors, c'est désormais sous la bannière de ce parti-là que Laurent Gbagbo va animer la vie politique au bord de la lagune Ébrié. Le parti dont il a la direction a été officiellement présenté dimanche dernier. Alors, c'est un acte justement qui, je dirais, marque le retour officiel de Laurent Gbagbo sur la scène politique après 10 ans d'absence. Alors, juge Bougma, c'est vrai, ce parti-là sonne comme une réponse à l'interrogation que beaucoup avaient sur la seconde vie politique de Laurent Gbagbo après la KCPI. On peut dire que c'est une bonne réponse. Aujourd'hui, on sait ce que Laurent Gbagbo veut, on connaît un peu ses ambitions. Il a dit « Je ferai la politique jusqu'à ma mort ». Oui, en tout cas, ces personnes-là sont désormais situées par rapport à qu'est-ce que Gbagbo va faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, ça sonne comme une réponse. Il a même dit, quand je m'engageais en politique, je n'ai pas demandé l'avis à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui m'a dit d'y aller. C'est moi qui suis allé. Et donc,
je ferai la politique jusqu'à ma mort. C'est sincère, c'est franc. Voilà. Parce que la retraite en politique, elle est très difficile, voire impossible. C'est comme ce virus-là qui vous a piqué, puis bon, voilà. Vous me dites, vous vous mettez au service des autres, et vous ne pouvez pas vous en détacher. Et maintenant, il y a un repositionnement pour la faire autrement. Ça aussi, c'est possible. Sans être sous les projecteurs, sans prendre de mandat, ni électif, ni nominatif, sans être dans les instances d'un parti politique, mais continuer de faire, comment on appelle ça, cette politique-là autrement. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle personnellement un repositionnement pour continuer toujours, mais faire la politique autrement. Lui, il a préféré le combat actif, le combat affiché, et c'est du Gbagbo jusqu'à la fin. Donc en réalité, il a fait ce choix-là. Il assume et il le dit à qui veut l'entendre. Parce qu'il est convaincu qu'il fait bien, il est convaincu qu'il a des hommes et des femmes qui comptent sur lui, qui croient en lui et avec qui il peut avancer. Il a même dit, quand on ne sera pas là, il faudra que des gens puissent effectivement assurer cette relève. La deuxième lecture que je fais, c'est que Gbagbo se dit, le FPI ne m'appartient plus juridiquement, c'est pour Afin Guessan. Engager un bras de fer autour de cela, ça va être beaucoup d'énergie, du temps et de l'argent perdu. Il vaut mieux passer, chercher une autre machine. Parce que aussi, son souci, de mon point de vue, c'est pouvoir léguer quelque chose à la jeunesse. Laisser pouvoir outiller des gens que même quand tu ne seras pas là, puissent continuer également le combat. Pour que le FPI, qui est maintenant entre les mains de Afi, dont lui il est passé à toute autre chose. Donc pour que l'outil qui vient également de créer encore puisse traverser le temps, puisse survivre à ses fondateurs. Parce que aussi l'autre paire de manches en Afrique, on a des partis politiques qui ne survivent pas aux fondateurs ou qui vivotent, qui sont toujours là, mais de par leur nom. Certains partis politiques sont devenus pratiquement des entreprises familiales. Donc c'est la famille qui gère. Même au Burkina, on en a un comme ça. Donc, ça devient, à un moment donné, un bien familial. Mais Gbagbo, certainement, veut laisser, je dis bien, cet outil-là à cette jeune génération. Comment est-ce que ça va se faire? C'est sûr que 2025 arrive, il a son idée derrière la tête, et si les règles du jeu ne changent pas, c'est sûr qu'on aura la candidature de Gbagbo en 2025. Je dis règles du jeu, parlant des questions d'âge, de limite d'âge et tout, qui est aussi un sujet évoqué sous certaines chapelles. Il y a des députés qui portent le combat, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, mais c'est un Gbagbo certainement qui caresse le rêve de pouvoir revenir à la charge en 2025 pour pouvoir se faire élire président. Donc je pense qu'il y a cette donne-là à prendre en compte. Alors Bernard a parlé d'une donne, c'est vrai, c'est les élections de 2025. Alors, on a vu la déclaration de Laurent Gbagbo, mais sur cet aspect-là, on a comme un mystère qui plane toujours sur sa candidature ou pas. Je pense qu'il y a eu une interview exclusive qu'il a accordée à France 24 après son discours de dimanche. Et quand on l'écoute, je pense que les choses sont bien en filigrane. Parce que, il assume continuer la politique. 2, il dit que pour c'est 2025, non? 2025. Rien n'est à exclure le concernant. Et puis 3, il dit qu'il est contre la limitation des mandats. Je pense que quand vous lisez en filigrane, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si c'est permis, c'est bien probable que Laurent Gbagbo soit encore candidat. Maintenant, est-ce il cristallise les mêmes espoirs? Ça, c'est un autre débat, puisque en son sein même, on voit que les clivages ont commencé à devenir profonds. Il y a eu les présences remarquées, mais il y a eu les absences encore plus remarquées. Par exemple, celle de Simone Veil Gbagbo, son épouse, qui est son binôme, on va dire comme ça, et quoi qu'on dise, qui attire et qui a une capitale sympathie très importante de la frange pro-Gbagbo. Et donc, le sort qui lui sera réservé, parce qu'on est en train de regarder aussi, ou le sort qu'elle se serait réservé elle-même, va, pour moi, déterminer de ce que le PPACI a encore comme substance. C'est vrai, quand on regarde le camp Afin Guessan, au regard de ce qu'on a vu, la mobilisation, parce que quand vous voyez les 2 jours
les 2 jours de congrès constitutif, il y avait même un village qui avait été dédié, tellement il y avait du monde qui était venu pour pouvoir regarder ce qui allait être transmis et tout. Donc, la substance n'est plus un débat. Ça veut dire qu'il a démontré très clairement qu'il a laissé l'enveloppe dans la main de l'autre. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Mais il est venu avec une substance aussi qui, pour moi, en interne, est encore binaire. Gbagbo, et c'est ce que c'est devenu, ou Simone. Donc ça, la façon dont les choses vont se manager, et je fais remarquer que sur sa page Facebook, je parle de la dame, le jour c'est-à-dire quelques temps avant le congrès constitutif, elle a dit qu'elle sortait du pays pour des affaires religieuses. Elle partait répondre ou représenter je ne sais quoi. Donc ça veut dire que même ce qui est mis en avant n'est pas... J'ai dit c'est sans commune mesure avec le congrès constitutif du PPACI quand même, et d'une orientation nouvelle qu'on veut donner à ce FPI, dont elle est cofondatrice. Donc ça veut dire qu'il y a des germes qui commencent déjà à dénoter de ce que il y aura des clivages profonds. Maintenant, est-ce que ça ne va pas constituer des éraflures profondes pour le PPACI? Ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. Et même aussi l'ambition, bon, c'est ce que je me dis, même l'ambition de Gbagbo de continuer n'aura pas forcément l'assentiment de tout le monde, de tout le camp, parce qu'il y a ceux-là aussi, une bonne jeunesse FPI qui a suivi Gbagbo pendant maintenant des décennies et qui ne va pas continuer de le suivre comme lorsqu'il était président ou comme lorsqu'il était à longueur de foule et tout. Aujourd'hui, ils ont quel âge, ces messieurs-là? Ils sont à un niveau de vie où ils peuvent prétendre aussi, ils peuvent avoir ces mêmes aspirations et les mêmes rêves que Gbagbo. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir un onde de choc de toutes ces choses-là. Donc, pour l'instant, on regarde, c'est vrai, c'est un pays, c'est un parti qui vient de naître, quoique. Quand on regarde, c'est un parti ce n'est pas un nouveau parti, c'est un parti réincarné. Donc ça viendra avec ses avatars. D'accord. Donc on attendra de voir la suite. Juste Bougma, une dernière question, vous avez 1 minute pour donner votre lecture là-dessus. C'est vrai, on l'a dit, Gbagbo est connu pour être un fin stratège, un personnage assez atypique, une bête politique, mais 10 ans d'absence, finalement c'est un avantage ou c'est un boulet qu'il doit traîner? Je penserais beaucoup plus pour la question de l'homme bête politique, mais fin stratège. Sur certaines questions, je me réserve par rapport à ces questions de dire qu'il est stratège. Il est futé, rusé. Mais à la fin, sa stratégie, beaucoup de ses stratégies ne payent pas. Il gagne des combats par la ruse, par la roubladie, si vous me permettez, mais à la fin, il est rattrapé par les réalités de comment est-ce qu'il est arrivé. Quand on prend son parcours, on se rend compte que c'est très éloquent, ce que je viens de dire. Il s'est accoquiné avec presque tous ceux qui sont sur la scène politique et à la fin, à l'arrivée, on sait comment les choses ont évolué et de comment d'ailleurs il a pu se faire élire en 2000 en aidant Guèye à écarter d'autres, sachant que c'est lui que ça va revenir. J'ai dit c'est une ruse, c'est bon, mais après, ça vous rattrape. Maintenant, par rapport à son absence, 10 ans, c'est beaucoup. Mais l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il est resté dans l'actualité ivoirienne pendant les 10 ans. Il y a eu des jeunes qui sont restés mobilisés et un FPI fidèle à Gbagbo qui a refusé de prendre part aux différentes consultations et qui se sont labellisés Gore, Gbagbo ou rien et qui sont restés tels quels. Afin Guissé est parti avec quelques personnes, réussir à se faire élire député, mais le gros lot est resté, n'a pris part ni à une présidentielle, ni à une législative. C'est tout récemment que les municipales, je crois, et les législatives, ils ont pris part. Ils ne voulaient pas. Donc, il y a cette machine-là qui est restée intacte. Maintenant, comment la remettre à flot? C'est une autre paire de manches. D'accord. Les nouvelles ambitions de Laurent Gbagbo avec son parti, le PPACI, et la crise au sein du CDP, voici les 2 sujets qui ont été enrôlés pour la présente convocation. C'est avec justement ces analyses qu'on va mettre un point final à la présente convocation et prendre rendez-vous pour demain pour accomplir la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.